Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Kumba Diokane, consultante en communication et stratégie politique. Gaston Maungu, écrivain, et Daoudata, l'éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à l'édition 2017 du top 10 de la mode ivoirienne. Et la mode africaine a le vent en poupe. De plus en plus de créateurs se réapproprient les traditions africaines par-delà l'emblématique wax. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire, où s'est d'ailleurs tenu il y a quelques jours la 8e édition du top 10 de la mode ivoirienne. En dépit d'une conjoncture économique morose sur le continent, les acteurs du secteur de la mode restent déterminés à promouvoir leurs talents et leur créativité. En Côte d'Ivoire, c'est à travers une plateforme dénommée le Top 10 de la mode ivoirienne qu'ils s'illustrent depuis quelques années. Il s'agit de la plus prestigieuse cérémonie de récompense dont l'objectif est d'offrir un espace de reconnaissance à tous ces acteurs en vue d'apporter leur pierre au développement socio-économique du pays. Le top 10 de la mode ivoirienne, à la base, c'est un article que j'écrivais depuis 2010, chaque fin d'année, pour retracer le bilan de toutes les activités mode auxquelles j'assistais. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que chaque fin d'année, les acteurs de la mode eux-mêmes attendaient cet article-là. Alors, pour lui donner plus d'envergure, en 2014, on a décidé de le transformer en un événementiel. Et c'est de là qu'est né les top 10 de la mode ivoirienne, version événementielle, version award, version fashion, version média, version people. Le top 10 de la mode ivoirienne tente essentiellement de promouvoir le mérite. Chaque année, de nombreux trophées sont décernés aux lauréats de 10 différentes catégories, notamment celle du meilleur manager d'entreprise de mode, de la meilleure collection, de la personnalité mode de l'année, de la révélation mannequin de l'année ou encore du meilleur fashion show. La mode ivoirienne ne fait que obéir à ce que nous avons toujours pensé d'elle. C'est une mode qui se régénère. Une mode qui est, je ne me cache pas de le dire, avant-gardiste, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui regorge de talents, de jeunes talents et d'un foisonnement de créativité inouï. Ce trophée ce soir représente la reconnaissance d'un travail acharné. Je suis heureuse, je suis fière d'avoir ce trophée, d'avoir reçu ce trophée ce soir. La 8e édition du Top 10 a été célébrée autour du thème « Les trésors de la Côte d'Ivoire ». Au cours de cette nuit de l'excellence de l'industrie du textile et de l'habillement, un prix spécial a été décerné au père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, feu président Félix Houphouët-Boigny, mais également au célèbre créateur de bijoux haute couture, Michael Kra, et à l'une des plus grandes icônes du mannequinat en Afrique, Kimi Kane. Un sujet signé Deogracias Podo. Alors, Daoudata, là, on sait qu'il s'appelle aujourd'hui Maureen Haïté, Stéphanie Morou, Karim Tassi, David Tlalale, un créateur sud-africain. Ils font aujourd'hui la mode africaine. Comment expliquer cet engouement autour justement de la mode africaine ? Je crois que l'Afrique a toujours été créative. Après, ce qui a manqué, c'est le fait de pouvoir valoriser ça et de l'exporter. Mais la créativité africaine, je crois qu'elle est vieille comme le monde. Aujourd'hui, il est heureux de voir que des acteurs de la mode se formalisent et organisent ce type d'événements pour pouvoir promouvoir le talent ivoirien, la créativité. Je crois que c'est heureux. Et je crois également que l'industrie du luxe est en train de se développer beaucoup. Et ça, à mon avis, les initiateurs de ce type d'événement le savent très bien. Surfer sur l'industrie de la mode pour pouvoir gagner en élan par rapport à la créativité qui existe en Côte d'Ivoire, je crois que c'est une bonne chose. Et ce type d'initiative mérite d'être soutenu par les autorités locales, à mon avis. Et surtout, moi, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la mode, bien entendu, mais je perçois la dimension développement de la chose. Et la dimension développement, c'est que ça permet de créer des emplois, bien entendu. Il y a toute une chaîne partant du textile, de tous les ouvriers qui travaillent pour ça, de la créativité, des droits d'auteur, de tout ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à la fois pour ces artistes ou artisans
mais également pour l'État et puis pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Imaginons qu'ils arrivent à exporter toute cette créativité. Ils deviennent aussi des ambassadeurs pour leur pays. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus. Moi, je pense qu'au lieu de dire, bon, là c'est le top 10 de la mode ivoirienne, j'espère qu'il y aura un top 10 de la mode africaine et avec d'autres pays qui compétiront. Koumba Dioukane. Effectivement, je suis d'accord avec vous. La mode, c'est une véritable industrie. Donc, qui dit industrie, dit aussi valorisation et exportation. Nous sommes à un stade de créativité quand même qui est très élevé et ça ne devrait pas rester qu'au niveau africain. Il faudrait vraiment qu'il y ait un coup de pouce de la part des autorités pour développer cette créativité parce que ce sont des artisans qui n'ont pas beaucoup de moyens et il n'y a pas réellement dans beaucoup de pays africains une politique incitative pour aider ces Africains à pouvoir se développer, parce que créer, c'est aussi de la recherche, c'est du développement, et ils n'ont pas vraiment de moyens pour aller vraiment au bout de leurs efforts. Donc les aider à pouvoir exporter, mais aussi deuxièmement que cette mode soit aussi consommée en Afrique. On peut avoir un regard extérieur, hein, parce que très souvent, oui, que ce soit les hommes ou les femmes africaines aiment une autre mode, essentiellement parce que bon, ce sont des codes, hein, vous devez être en costume parce que vous êtes dans un certain milieu et certains types de rencontres. À quel moment, je dirais, l'industrie de la mode africaine pourrait aussi imposer ces codes au niveau international? Des codes qui commencent quand même de plus en plus à être véritablement épousés, notamment en Occident, Gaston Maungu. Moi, je trouve que c'est très, très, très bien qu'il y ait ce développement de la mode. Parce que pour moi, la mode, c'est la vitrine de la culture, même aussi de la civilisation. Quand l'homme sait se vêtir lui-même, c'est d'une importance capitale. Et le développement de la mode en Côte d'Ivoire ou en Afrique va aussi jouer beaucoup sur la mentalité de l'homme africain. On va acquérir notre indépendance culturelle sur le plan de la mode. Là aussi, c'est très important, parce que le plus souvent, on a les yeux rivés vers l'Occident, ou peut-être l'Orient. Mais lorsque nous allons nous attacher à ce développement, on va s'imposer, pas seulement sur le plan de la mode, mais aussi sur le plan mental, sur le plan civilisationnel. Donc il est vraiment bien de voir que les Africains l'ont compris, parce que là, il y a la mode, il y a la sapologie, surtout la sapologie, parce que vous savez que chez nous, c'est un domaine qui est d'une importance capitale. Et grâce à la sapologie, la musique, vous allez voir que le vestimentaire africain va être répandu. D'ailleurs, il y a un impact. En été, ici, regardez la femme africaine, elle est toujours en pagne. Voilà, donc c'est bien. Si on va varier du tissu wax, on peut aussi mettre le raffia ou autre, ça va être une très bonne chose. Alors, on l'a vu dans le reportage, que le wax continue d'être le principal ambassadeur, si je puis dire, de la mode africaine. Est-ce que ce tissu, c'est un repère? C'en est un, mais malheureusement, ce n'est pas une origine africaine. Non, c'est produit en Belgique. Donc, voilà encore un produit qui est consommé à outrance en Afrique et par, je dirais, 100% des femmes africaines, alors que l'essentiel ne vient pas en Afrique, même pas, enfin, peut-être la matière première, mais ce n'est pas fabriqué en Afrique. Donc, quand on parle de chaîne de valeur, on part vraiment des matières premières jusqu'à ce qui est porté par l'être humain. Donc, lorsque je parle de valorisation vraiment de cette chaîne de valeur et de l'industrie de la mode, il faut aider les artisans, il faut aider les tisserands, il faut aider les tailleurs, il faut aider les créateurs. Et il faut bien sûr les aider à s'exporter. Et s'exporter, c'est aussi respecter un certain nombre de normes. Ce sont des finitions qui sont en normes, ce sont aussi des goûts qui sont des goûts universels, et ne pas simplement se cantonner à un secteur sur un continent, parce qu'en fin de compte, à la fin de la journée, ça ne rapporte pas beaucoup. Alors, Daouda, certains disent que le wax enfermerait quelque peu la mode africaine. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne crois pas. Je crois pas, parce que, bon, on peut citer l'exemple des Nana Benz et tout ça. Je crois que le wax avait
et sans doute a encore de beaux jours devant lui en Afrique. Mais je rejoins Kumba Djokhane là-dessus, c'est qu'effectivement, il faut que l'industrie se développe localement parce que, bon, on fait du coton, on cultive du coton, je veux dire, en Afrique. Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement en Europe, il y a de fortes chances qu'il soit fait quelque part dans un atelier en Asie. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'Afrique peut être l'atelier du coton, puisqu'il y a du coton en Afrique. Maintenant, c'est exporté de manière brute, c'est comme le pétrole, c'est comme le gaz, c'est comme les matières premières qui sont exportées, le cacao, le café, de manière brute et transformées ailleurs. Les emplois sont créés ailleurs. Donc moi, je pense que sur la filière coton, il est important de développer véritablement une industrie de transformation. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on pourra développer également des entreprises de mode, de start-up, etc. Et moi, je crois vraiment à la créativité africaine et je crois qu'on n'a rien à envier aux autres, sauf qu'il faut pousser avec une bonne politique de promotion. Gaston Maungu. Oui, bon, de toutes les façons, ça c'est le problème de base. Le wax, il est fait en Belgique, mais il domine depuis au moins 60 ans l'Afrique. Et donc, derrière le wax, on voit le pain. Nous sommes habitués au pain, mais pas tout simplement le pain wax, nous sommes habitués au pain raffia et consorts, comme nos parents le faisaient. Donc, il est bien normal qu'aujourd'hui, on déplore le manque de développement du secteur industriel. Dès qu'on va s'y faire, la mode a déjà pris en quelque sorte la liberté, le patronat vis-à-vis... Parce que la mode, c'est quoi? C'est être capable d'imposer sa création. Et c'est ce que nous sommes en train de voir qui se fait. Donc, quitte maintenant aux hommes politiques de mettre l'argent en jeu pour le développement de l'industrie lui-même, afin qu'on produise la matière de base sur laquelle la mode peut s'épanouir. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que nous sommes en Afrique sur un continent où vous avez tout ce que vous venez de dire. Vous avez les matières premières, vous avez la créativité, l'intelligence, vous avez les jeunes qui excellent dans tous les start-up. Et par contre, il y a un problème de moyens. Transfert de technologie. Lorsque vous parlez aujourd'hui de l'industrialisation, oui. L'essentiel aujourd'hui, c'est de transformer les produits sur place, mais aussi donner les moyens à ceux qui veulent aller plus loin, d'aller plus loin. Lorsque un produit sort en Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne campagne marketing. Derrière la campagne marketing, c'est énormément de moyens. Alors, quel est le créateur africain qui a le moyen de mener une campagne marketing tellement importante qu'il va réussir à imposer sa mode et son produit sur le marché? Là, il y a un problème de moyens. Et je pense que c'est aussi, on revient sur la vision, on revient sur la volonté politique des États africains d'aider les artisans. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, encore aujourd'hui, les créateurs restent tributaires des contraintes financières. Des contraintes financières, mais il faut aussi que les créateurs eux-mêmes puissent créer les conditions de générer ces recettes aussi. Bon, je sais que les États ont des budgets limités, bien entendu, mais et là-dessus, je crois qu'il y a un élément important, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'universalité de l'habillement. Je pense que c'est ça manque véritablement à certains artistes africains. Pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas se confiner dans des idées du genre le boubou africain, typiquement les artistes africains doivent faire ça et que le costume est occidental, etc. Mais parce que il faut voir la taille du marché. Quand vous faites que des choses traditionnelles en vêtements, vous allez vendre que sur le marché africain, peut-être dans votre pays. Mais il faut qu'il y ait du tout. Il faut qu'il y ait du tout. Aujourd'hui, voilà, je trouve que le costume à l'occidental, entre guillemets, mais peut-être très bien fabriqué en Afrique, ce qui est important, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est la création d'emplois, etc. Mais si on se limite à dire... Ces artisans, il faut croire en eux. C'est ça. Il faut croire en eux. Ce n'est pas de dire simplement, oui, on a parlé de moyens, on a parlé d'industrialisation, de volonté politique, mais il faut que l'Africain lui-même y croie. Non, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la production industrielle du tissu sur lequel celui qui fait la mode se base. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de démontrer que nous sommes capables d'imprimer une marque typiquement africaine qui peut aller au-delà de l'Afrique. Ça, en intégrant l'universalité. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire
au travers de ces exhibitions-là. Maintenant, l'autre facteur, c'est qu'il faut qu'il y ait des moyens de production de l'élément de base. La mode, il faut le tissu, il faut le fabriquer sur place. Et ça, c'est une question qui ne concerne pas la mode, ça concerne plutôt les hommes politiques qui doivent mettre l'argent en jeu. Sinon que la mode, ben, elle est là. Écoutez, lorsque vous voyez les vitrines des grandes surfaces, lorsque vous voyez les vitrines des grands magasins, avec du pagne-wax, on a eu des campagnes. L'été dernier, l'hiver dernier, vous avez vu des enseignes que je ne citerai pas, avec de belles vitrines en wax. Puis dire, c'était beau à voir. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi on y croit moins lorsque c'est sur le territoire africain? C'est la question qu'on doit se poser. Industrialisation sur le domaine de la production du tissu de base. Ah ben, on industrialisera en Afrique. Ben voilà, ça c'est notre vœu. C'est une belle parole. Merci beaucoup à vous tous. Kumba Dioukane, consultante en communication et stratégie politique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Zara. Merci également à vous Gaston Maoungou, écrivain. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi Daoudata, éditorialiste. Merci pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zara, plaisir renouvelé, partagé. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.